tout de suite donner la parole à la présidente d'honneur, qui est la présidente de la Fédération des promoteurs immobiliers de cette matinée, Alexandra François-Cuxac. Je me réjouis de la capacité de nos structures, FPI, IEIF, Fidji, à mener conjointement des travaux au service d'une nouvelle pratique de valorisation des données que les promoteurs pourront proposer à leurs clients investisseurs, mais aussi aux banques, aux assurances, avec lesquelles nous travaillons de concert. Avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit, j'aimerais prendre quelques instants avec vous pour vous dresser un état des lieux de la situation économique et politique dans laquelle nous nous trouvons et replacer nos projets dans le contexte d'un secteur qui est en crise. Quelques chiffres. Nous constatons depuis plusieurs années maintenant une baisse majeure de la construction. Elle a démarré en 2017, donc vous voyez, bien avant l'épidémie, bien avant les élections, et elle se creuse d'année en année. En 2020, 380 000 logements ont été autorisés. Ça représente 65 000 logements autorisés de moins qu'en 2019, une baisse de 15%. Et cette baisse, elle est engagée, je vous le disais, depuis 2017, mais surtout, elle touche particulièrement l'immobilier collectif, puisque presque 21% de baisse a été enregistrée en un an. Nous sommes rentrés dans une situation aberrante où moins de mises en chantier, moins de permis de construire, sont autorisés et plus de mises en chantier démarrent. Ça veut dire que la crise est devant nous. Ça veut dire que les mois, les années que nous allons connaître, si on ne réagit pas, vont entraîner une baisse assez chronique de la production de logements neufs dans ce pays. Donc la crise est bien devant nous. Je voudrais parler des décisions politiques également, qui doivent absolument être concertées avec les acteurs, parce que si ça ne l'est pas le cas, elles risquent d'aggraver la crise. Juste quelques exemples. Le sujet de la RE 2020, dont vous avez beaucoup entendu parler ces dernières semaines. Que cherchons-nous à faire? Nous cherchons à convaincre l'État que la réglementation environnementale ne doit pas aller trop loin, trop vite, en oubliant qu'il est indispensable d'accompagner tout notre secteur sur la base d'expérimentations partielles. Nous voulons limiter les surcoûts à des actions qui soient efficaces et non pas à des gestes symboliques, éviter de nous enfermer dans des solutions techniques dont certaines ne sont même pas mûres techniquement, étaler dans le temps la montée en puissance de la RE pour permettre à toute notre filière de se former. Nous pensons surtout qu'il faut proportionner nos ambitions communes à la réalité de notre impact sur le changement climatique et les inscrire dans une trajectoire qui soit soutenable et crédible. Le développement durable que nous portons doit intégrer la soutenabilité sociale et nous sommes particulièrement attachés à la qualité de vie et à la qualité d'usage que nous offrons à nos clients. Autre exemple, le projet de loi climat et résilience. Vous le savez, cette loi contient un volet sur l'artificialisation des sols et notamment le zéro artificialisation nette. Ce texte porte un objectif de réduction de moitié en 10 ans du rythme d'artificialisation des sols. Bien sûr, on peut comprendre cette ambition, mais il faut être clair sur le fait qu'elle va complètement bouleverser la production d'immobilier neuf, elle va bouleverser sa géographie, sa typologie, la valeur des biens, etc. Sans compter qu'il va falloir une remise à plat complète des documents de planification urbaine, des documents d'urbanisme qui prendra plusieurs années. Et dans ces années-là, évidemment, une paralysie est attendue des décisions d'urbanisme. La FPI se bat donc pour rappeler une seule réalité, la non-artificialisation crée de l'inflation. Elle risque de diminuer la construction et en même temps qu'elle limite l'étalement urbain, elle n'encourage pas simultanément et fortement la densification et la construction dans les zones urbaines. Et c'est bien là le problème. Nous avons donc besoin de relancer la délivrance des permis de construire pour reconstituer notre offre. Je me suis beaucoup investi auprès de Madame Bargon pour tenter de décliner le pacte de relance de la construction durable dans l'immobilier neuf au niveau des régions, au niveau des territoires. Et beaucoup aujourd'hui de mobilisation est attendue via les préfets, ce qui semble tout de même pas très simple à mettre en œuvre, et on voit les difficultés que ceux-ci ont sur le terrain, soit pour eux-mêmes s'impliquer, soit pour réussir à impliquer les élus locaux dans cette dynamique. L'État et le Parlement doivent éviter la tentation des surenchères dans les réglementations nouvelles, je l'ai évoqué. Il faut également redonner toute sa légitimité à la construction dans un pays où trop de décideurs pensent que le logement le plus vert est celui qu'on ne produit pas. Nous avons besoin d'un État et d'élus locaux qui soient volontaristes.
comme ça peut être le cas dans certains autres pays d'Europe, pour répondre aux besoins de logement qui sont évidemment croissants et faire la ville durable et post-Covid. C'est donc dans un contexte économique très dégradé que le digital peut apporter des réponses. Dans 2 domaines sur lesquels je vais me focaliser ce matin, la digitalisation des permis de construire et la continuité numérique. Dans le chantier de relance de l'offre que j'évoquais devant vous tout à l'heure, nous avons tant besoin en 2021 d'accélérer la digitalisation, notamment des instructions des demandes de permis de construire. C'est un chantier majeur, stratégique, mais qui est certes complexe, parce qu'il doit articuler les outils qui sont en cours de développement par l'État, comme vous le savez, par aussi des éditeurs de logiciels pour les collectivités locales, les outils de digitalisation des plans d'urbanisme et enfin les outils de maquette numérique de projet qui sont à la main des concepteurs et constructeurs. Vous voyez la complexité du sujet. Un constat à ce stade, l'interconnexion et l'interopérabilité entre ces différents outils, plateformes, n'est prise en charge aujourd'hui par aucune organisation publique ou privée. Ça pose déjà un premier niveau de problème. Aujourd'hui, l'ensemble des actions qui sont conduites par l'État en matière de numérisation semblent davantage centrées sur le fonctionnement et les interactions de l'administration, tout en se limitant à l'échange de fichiers PDF. Cela ne garantit pas la continuité numérique des flux de données, comme la promesse le laissait entendre. Alors, des expérimentations, des déploiements sont bien effectués, mais sur la base de cahiers des charges qui sont centrés sur le besoin de l'administration et qui ne tiennent pas compte des besoins des services exprimés par les professionnels de l'immobilier. En conséquence, l'étape de la numérisation du 1er janvier 2022, même si elle est formellement tenue, risque fort d'occasionner une certaine désillusion parmi les professionnels qui ne verront finalement guère d'amélioration du niveau de service, en tout cas à court terme. Je préconise d'ailleurs avec l'ensemble de mes équipes et à l'issue des échanges de préparation de cette keynote aujourd'hui, de mettre en place un observatoire des initiatives locales et privées pour disposer d'un lieu d'échange entre les acteurs et qui permettent d'identifier les outils pertinents et ceux qui restent à développer. Première préconisation d'agir. Ensuite, au-delà du format PDF, qui est finalement que le papier sur ordinateur, il sera indispensable de définir avec les autres acteurs, les architectes, les aménageurs, notre cahier des charges sur les données qui pourront être transmises et nos attentes sur le retour d'informations concernant le processus d'instruction. C'est fondamental. La standardisation à l'échelle nationale des formats, l'organisation des flux de données entre professionnels et administration. Et enfin, la proposition avec les acteurs publics d'un développement d'outils en cloud à l'échelle nationale pour éviter les développements et les achats redondants, tout en laissant aux collectivités, ce qui nous paraît très important, la liberté de leur instruction. Vous voyez que la dématérialisation des permis de construire est un vaste sujet par lequel nous pouvons en rentrer à la fois par notre savoir métier, par le savoir de nos partenaires sur la data numérique et par les besoins des différents acteurs de la filière. Vient le sujet également qui nous tient à cœur, qui est celui de la continuité numérique. Je parlais de discontinuité tout à l'heure et de dispersion des initiatives au sujet des instructions de permis de construire. Je retrouve les mêmes travers dans le partage des données par toute la chaîne de production et d'exploitation de l'immobilier neuf. C'est précisément pour y remédier que la FPI et Fidji ont lancé leur chantier commun, dont on va sans doute beaucoup parler ce matin. Le constat, quel est-il? Il est difficile aujourd'hui, voire impossible, de capitaliser sur les informations produites par les uns au bénéfice des autres. D'où la question à laquelle nous cherchons à répondre: comment utiliser la production de données d'un acteur pour la partager avec les autres métiers qui interviennent, soit au même moment, lorsqu'on est dans le processus collaboratif, soit plus tard dans le cycle de vie du bâtiment. C'est précisément en répondant à cette question, avec des actions pertinentes, opérationnelles, que nous développerons une véritable continuité numérique. La qualification de l'information est ici primordiale. Ce que certains experts appellent la métadonnée, c'est-à-dire comment une donnée a été acquise, quelle est sa définition, son périmètre, son niveau de fiabilité,
Un exemple, par exemple, la surface. Quelle est la surface qui est communiquée avec son niveau de précision en fonction de l'étape à laquelle elle se trouve dans l'opération? Vous allez trouver une série de définitions qui sont pas forcément toujours identiques. Pour qu'à tout moment, la relation de confiance entre les acteurs existe et que s'instaure une fluidité des échanges d'informations, il faut définir clairement la définition, par exemple, de cette surface et son niveau de précision qui va évoluer au fur et à mesure de l'avancement du projet avec des jalons précis où on se cristallise, comme on le fait déjà, par exemple, avec l'avant-projet détaillé ou avec nos DCE et puis finalement au stade de la réception. Vous avez un exemple avec la surface qui est assez parlant et qui révèle bien le niveau de besoin qui peut évoluer en fonction des acteurs qui la traitent et en fonction de l'évolution du projet. Sachant que la source de la donnée est indépendante de sa transmission, les échanges numériques entre acteurs de l'immobilier réclament un dictionnaire et un format technique d'échange, mais aussi de bien identifier le corpus de données essentiel qui est indispensable à chacun des métiers. Un investisseur, par exemple, ou son représentant éventuel, property manager ou facility manager, n'a pas besoin des informations sur les 90 000 composants du bâtiment qui sont contenus dans une maquette BIM. Il n'a pas le temps ni la compétence d'y rechercher le sous-ensemble d'informations qui est indispensable pour lui. Donc, pour assumer la continuité numérique et la valoriser, il faut donc bien identifier la part utile des données et les transmettre en sécurisant leur transport. Voilà de quoi on parle quand on parle de continuité numérique. De même, il faut revenir avec pragmatisme à une liste précise d'équipements techniques essentiels. L'arrivée de la réglementation environnementale dans les constructions neuves nous impose le calcul carbone, comme vous le savez, qui nécessite l'analyse du cycle de vie des composants. Ces analyses se nourrissent des informations qui sont contenues dans les fiches produits, fournies par les industriels et fabricants, et qui sont enregistrées notamment dans la base INES. Toutes les informations détaillées, qui peuvent également servir au commissionnement, sont chez l'industriel. La fluidité nécessite non pas de transporter la totalité de ces informations au risque de les dégrader, mais bien d'assurer l'accès à des sources fiables au moment précis où elles sont vitales pour chacun de nos métiers, qui doit intervenir dans le cycle de vie du bâtiment. Ainsi, les promoteurs peuvent initier une continuité numérique au-delà de la maquette BIM, qui est finalement pour nous un pur outil de conception-construction, en répondant aux véritables besoins de leurs investisseurs. Initié par le promoteur, le cercle vertueux des données qui appartiennent à l'immeuble, qui seront partagées entre les métiers de la filière immobilière, est valorisable car il fait économiser des ressources humaines et des ressources financières à l'ensemble de la filière immobilière. On voit bien le secteur de l'immobilier neuf est à la veille de profondes révolutions, à la fois de ses produits, moins d'immobilier d'entreprise, plus de rénovation, moins de carbone, de sa géographie, meilleur équilibre entre les métropoles et les villes moyennes, de son modèle économique, moins de dépenses publiques, la hausse des coûts de revient. Et une des clés de ces transformations, c'est bien le digital. Ce digital doit aider à fluidifier la production, j'en parlais avec la digitalisation des permis de construire, mais il doit aussi nous permettre de rechercher d'autres poches de valeur, par exemple la continuité numérique, qui permet aux promoteurs non seulement de vendre un bien, mais aussi l'ensemble des données qui le concernent. Mesdames et messieurs, vous voyez que de ce point de vue, les travaux que nous allons avoir ensemble ce matin ont un caractère absolument stratégique. La FPI, ses partenaires, Fidji, ont considéré que leurs travaux étaient véritablement au service de cette stratégie digitale et je mets beaucoup d'espoir et j'apporterai tout mon soutien en tant que présidente de notre fédération pour développer ces sujets à l'avenir et faire que les acteurs privés et publics se retrouvent pour un bénéfice commun qui est le véritable développement durable de notre activité et sa transformation pour affronter le véritable 21e siècle. Merci, pardon d'avoir été un peu longue et je vais donner tout de suite la parole à Xavier Lépine. Merci de votre attention. Merci Madame la Présidente, merci pour cette introduction à cette matinée qui pose bien le cadre de la nécessaire digitalisation de notre industrie.